Merci beaucoup, chère Katia. Merci pour cet éclairage, effectivement, en figure de chiasme, qui est quelque chose qui a été assez souvent présent dans les discussions entre historiens, plutôt de la période médiévale et plutôt de la période moderne ces dernières années, c'est-à-dire la façon dont, à mesure que les médiévistes accentuaient la modernité de leur propre temps, les modernistes se voyaient par contre-coup poussés plutôt à douter de cette modernité, ce qui créait une sorte de trou noir autour de 1500. On se demandait comment on avait pu, alors que la société était devenue si moderne, se trouver à nouveau dans une période aussi archaïque, ce qui pose des questions d'écriture de l'histoire et des questions d'historiographie. Et puis merci aussi d'avoir accentué finalement cette réflexion sur l'évolution du programme. Alors je vois que comme moi, tu penses quand même qu'il y a eu une évolution vers le culturel, et même si Jean-Philippe a tout à l'heure tout de suite ériger des défenses avec l'appui implicite de Roger Chartier sur une origine culturelle du programme jeunesse de l'État moderne dès le début des années 80. Je pense qu'une des questions dont on parle, c'est aussi, et malgré tout, disons, une tectonique des plaques où ce qui était de l'ordre de l'économique est rapidement écarté ici, puis du politique, a cédé petit à petit la place à une lecture, mais on y reviendra pendant la discussion, qui semblait tout de même mettre la question culturelle au sens très large, c'est-à-dire imaginaire et symbolique, au centre de la discussion. Alors, avant de revenir à ce débat et à d'autres éclairages possibles, je voudrais passer la parole à Bruno Carsanti, et pour décaler plus encore que Katia ne l'a fait, le regard avec, cette fois-ci, un invité tout à fait extérieur au programme, puisque, Bruno, à la fois tu es philosophe, et je pense que beaucoup des textes que tu as pu lire là n'avaient pas été tes lectures de chevet jusque-là, mais tu me détromperas si jamais. Bon, effectivement. Mais je dois dire que je suis très impressionné d'intervenir sur un programme aussi impressionnant. Je lis quand même cette production depuis un certain temps, puisque je me suis intéressé à l'idée de l'État, et donc forcément, ça fait partie du corpus. Et je voudrais présenter très rapidement des remarques donc, de non-spécialistes sur l'ensemble de ce programme et l'ensemble des textes que j'ai pu lire ces derniers temps. Voilà. Alors, je vais prendre mon point de départ dans un article initiateur du programme de 97, même si je mesure mal l'histoire du programme. Hein. Je découvre au fur et à mesure que je vous entends là les degrés de profondeur et les débuts en fait hein, du programme. Donc pour moi 97 c'était plutôt au début. Hein. Voilà. Et c'est le fameux article des actes de la recherche en sciences sociales sur lequel je me suis souvent appuyé dans mes cours, je dois dire. Donc, il finissait par ces lignes. L'État moderne est un redoutable poison. Il a généré les plus horribles guerres qui ont ravagé le monde. Il a conquis et soumis à une servitude impitoyable des peuples et des nations entières. Il a favorisé et soutenu l'exploitation féroce des masses paysannes d'abord, ouvrières ensuite. Et pourtant, c'est en définitive lui qui a permis l'émergence puis la reconnaissance des droits de l'homme et donné aux sociétés humaines la possibilité de régler leurs conflits par des arbitrages politiques auxquels, selon des modalités très variées et finalement démocratiques, tous ou presque ont fini par participer par l'intermédiaire du suffrage universel. L'historien doit permettre de comprendre et de savoir tout cela, que l'État n'est pas une fin en soi, et qu'il n'est pas forcément pour un peuple et pour une région un but ultime, qu'il est si dangereux et a commis tant de ravages qu'il faudra peut-être accepter de l'abolir. Mais il doit aussi rappeler et faire savoir que certaines valeurs n'ont pu naître et s'affirmer en dehors de lui. Pour que ces valeurs survivent, nous devrons faire en sorte qu'elles n'appartiennent plus au seul patrimoine des États modernes déjà constitués, mais à l'humanité tout entière. C'est vous qui parlez. Alors, penser l'État pour les sciences sociales de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, on voit bien, c'est penser le cœur et au cœur de notre contradiction, peut-être à la fois de notre contradiction la plus vive et la plus structurante. Quelques années auparavant, une remarque analogue était faite par Bourdieu.
Comment penser l'État sans être imprégné des pensées d'État ? Demandait-il dans ses cours. Plus encore, comment reconnaître à l'État, en dépit de ce qu'il a d'oppressif, ce qui lui revient en termes d'émancipation. D'émancipation politique, s'il est vrai que les droits subjectifs modernes dépendent de son institution, mais aussi et peut-être surtout d'émancipation intellectuelle, s'il est vrai qu'il s'est fait le vecteur d'une sécularisation où la pensée comme telle a pris son essor en tant qu'activité immanente au corps social et susceptible de se donner à elle-même ses normes, sa visée. Alors, à la genèse de l'État moderne, on voudrait appliquer, me semble-t-il, le geste suivant. Une juste mesure de sa victoire, avec les possibles oubliés qu'elle recouvre, mais aussi avec les potentialités qu'elle actualise. Bien entendu, si le geste est possible, c'est qu'on se situe à un point de l'histoire où cette victoire n'en est plus une. Les toxines sécrétées par l'État moderne, en particulier sous les formes du nationalisme et du colonialisme, mais aussi sous la forme du capitalisme d'État, auquel il est fait référence dans la citation que j'ai donnée, sont trop manifestes pour que la discrimination ne s'impose pas. Ce qu'on se fixe alors pour tâche, c'est de dégager la contingence de la forme État comme moyen et non comme fin en soi. On en extirpe les valeurs émancipatrices et on les restitue à leur véritable sujet. Ce véritable sujet, c'est l'humanité et pas l'entité nationale. Bref, ce qui est en ligne de mire de cette jeunesse de l'État moderne, tel que je l'ai lu, c'est avant tout le syntagme d'État-nation et la possibilité de défaire ce syntagme. Si je devais donner donc à rebours une intention de cette recherche telle qu'elle s'exprime dans les dernières lignes de son programme, ce serait celle-ci. En remontant à un soubassement oublié, ce n'est pas seulement l'État, pas seulement le concept d'État qui est passé au crible de la critique, c'est aussi l'État-nation européen pris comme combinaison contingente de facteurs et rendu par là à sa singularité empirique, dépouillé par conséquent de sa pseudo-nécessité. Que reste-t-il alors de l'autre nécessité prétendue, celle qu'on lâche plus difficilement, celle du moderne, en fait. La modernité supporte-t-elle la contingence de l'État-nation et cette contingence emporte-t-elle avec elle la forme État ? Alors je vais essayer de voir les choses sur pièce à très grande vitesse, puisque j'ai 10 minutes pour le faire. Le soubassement mis au jour tient dans une séquence aux barrières relativement mobiles, comme on dit aujourd'hui, certains travaux s'étendant jusqu'au XVIIe siècle tout de même, mais dont on peut dire que l'épicentre problématique se trouve dans la première période, du XIe au XIIIe. Cette sous-séquence est prise sous différents angles, économiques, avec l'essor de la production, mais de l'urbanisation aussi, politique, avec la fragmentation des souverainetés royales et l'intensification des conflits territoriaux, et enfin idéologique, avec les transformations du rôle de l'Église et ses effets culturels massifs, mais aussi avec la formation du consensus fiscal en situation de guerre. Cela étant, il a été clair pour moi, en vous lisant, vous me direz si je me trompe, que tout de même un pivot majeur de ces transformations s'est déterminé au point de s'identifier à la fin du programme avec les développements paradoxaux, et j'insiste sur paradoxaux parce qu'ils sont décentrés par rapport à leurs sources, les effets paradoxaux de la réforme grégorienne. Cette focalisation médiévale a une portée considérable parce qu'elle est tout sauf une restriction. On peut dire que c'est elle qui autorise la problématisation la plus large et qui fait réellement d'un projet de genèse de l'État moderne une description de la modernité comme telle. Donc je me suis donné un peu le sujet du séminaire là. Je crois qu'il y a un leurre à vouloir astreindre cette catégorie à un problème de datation. Quand la modernité commence-t-elle est une question seconde au regard de la recherche sur nous-mêmes que nous conduisons en nous efforçant de la nommer et de scruter l'histoire à l'aide de son prisme. Or, le prisme médiéval, ce prisme médiéval pour penser le moderne, engage à lui seul un déplacement que je vais essayer de souligner. Pour moi, si vous me permettez de repérer un écho, une confirmation de ce que j'ai essayé de faire de mon côté en travaillant l'articulation disciplinaire entre philosophie politique et sociologie, ce déplacement a l'immense mérite
le déplacement médiéval donc, d'emporter avec lui une critique radicale des prénotions philosophiques sur la modernité. Je m'explique. En problématisant la réforme grégorienne en fabrique majeure et en point d'origine d'une série de lignes de force qui se prolongent jusqu'à nous, on ne fait pas que reculer le curseur classique. On met en regard, d'un point de vue qui est à la fois diachronique et conceptuel, les deux réformes, et on exige, pour penser la constitution des sociétés modernes, qui sont alors nécessairement assignées à devenir des sociétés à État, de considérer leur double impact, la réforme grégorienne et la réforme. Ou encore, pour le dire plus simplement, sur le fil retendu de la réforme grégorienne à la réforme protestante, on parvient à dessiner deux choses. D'une part, une certaine réalité qui mérite le nom d'étatique, de l'autre, le lien intérieur entre État et nation, découpé sur fond de la Societas Christiana, avec toutes les tensions liées à la particularisation autorisée à partir de ce fond. Mais alors, on voit aussi la charge critique du prisme médiéval. On suppose qu'il est non seulement légitime, mais nécessaire de parler d'État moderne avant que ne s'initient ce qu'on appelle les temps modernes. Sous ce geste, la requalification du mot de modernité, et pas seulement son redécoupage temporel, est impliquée sous ces deux caractères principaux, celui de l'individualisation du sujet de droit et celui de la sécularisation du pouvoir. Ces deux caractères, le sujet et le pouvoir, pour parler comme Foucault, le récit philosophique classique, que Foucault avait cherché lui aussi à déplacer à sa manière, mais pas en passant par le Moyen-Âge, le récit philosophique classique les configure généralement en les faisant passer par les canaux principaux de la seconde scolastique espagnole et des monarchomaques protestants, pour les voir culminer dans les théories politiques de l'âge classique, accomplissement de la science du droit naturel, avec pour sommet le contractualisme hobbésien et ses transformations jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. L'historien du programme Genèse de l'État moderne ne croit pas à cette histoire. J'ajouterais, il n'y croit pas plus que n'y croient ceux qui s'efforcent de se situer dans le sillage de la pensée sociologique. De Saint-Simon à Durkheim et à Weber, voire à Elias et à Bourdieu, en passant par Comte ou par Lorenz von Stein. J'ai pris un hegelien proto-sociologue allemand pour compléter le portrait. Chez eux aussi, c'est l'histoire philosophique de la modernité centrée sur la science du droit naturel qui est fondamentalement remise en question. C'est pourquoi la modernité est un enjeu, en un sens du mot qui n'a rien de rhétorique. Sur sa définition conceptuelle comme sur sa séquentialité, ce sont différents types d'auto-interprétation des sociétés européennes, à la fois dans leur développement historique et dans les principes qui les animent, qui se jouent, qui se mesurent, qui s'affrontent. Le mérite que je vois dans le programme Genèse de l'État moderne, c'est qu'il est parvenu, en affermissant son cadre interrogatif à mesure qu'il avançait, à définir une position nouvelle, je crois, dans cet affrontement, et à faire ainsi avancer significativement la problématisation du moderne comme enjeu pour les sciences sociales. Voilà. Alors, en quoi consiste plus précisément l'écart que j'ai vu produit par ce programme. Et pourquoi est-ce que, pour moi, la question de la réforme grégorienne, tout en étant contextualisée et replongée dans ses conditions économiques et politiques d'effectuation, est-elle, enfin, je l'ai vue comme le point de vue dans le point de vue. C'est qu'en abordant le problème par ce biais, on évite de dissocier ce qui se donne dans une compacité réelle, non pas comme un manque de distinction, mais comme une clarté qui nous est devenue difficilement saisissable ou accessible, où sont à l'œuvre d'autres distinctions et d'autres rapports que ceux qu'on est enclin à tracer. Cela peut se dire de manière simple. La société médiévale, en tant que société, est religieuse. Or, elle devient aussi, mais sans cesser d'être religieuse, politique. Et c'est dans ce « aussi » que réside le mystère propre de la singularité historique État moderne, je crois. Il n'y a d'État moderne que s'il y a société politique, dites-vous. Mais société politique passée au crible
à un certain crible religieux. Plus encore, donc le aussi, aussi religieux, recèle le sens qu'il y a à la conformation nationale de cette forme État, avec ses ambiguïtés natives, la nation se détachant sur fond d'universalité prétendue de la société des chrétiens. Alors, ne pouvant évidemment pas embrasser tous les aspects de cette redescription, je prélèverai une question qui n'est pas la seule possible, mais qui me paraît pouvoir concentrer un grand nombre de problèmes soulevés par votre geste. La question, c'est celle-là. Qu'une certaine idéologie de la vérité, c'est l'une de vos formules, se fonde dans l'espace de la réforme grégorienne est un fait énigmatique à plusieurs titres. Tout d'abord, ce fait signale une faiblesse qui est une force spécifique distincte de la force physique. Premier trait de modernité, une force tirée d'une faiblesse, d'une puissance sans force armée, en fait, l'Église. Voilà, c'est ça, d'une puissance sans force armée. L'une des plus grandes singularités de l'Occident, au regard en particulier de la chrétienté d'Orient, est peut-être là. C'est qu'il lui faut lier vérité et pouvoir sur fond d'une certaine dissociation, à partir du moment où l'empereur comparaît seul, à distance du représentant suprême de l'Église, et où l'Église, pour assurer le maintien de la société des chrétiens, doit, pour ainsi dire, ne plus compter que sur elle-même. C'est ce que Jean-Philippe Genet résume par la formule « tout miser sur le pouvoir symbolique ». Alors, je me suis interrogé sur cette formule « tout miser ». On a là un fait historiquement très curieux, une sorte de pari qui isole l'Occident d'emblée d'autres destins politiques possibles et qui l'isole d'abord par le biais de son Église. De sorte qu'on comprend qu'à vouloir insister sur le fait que la société médiévale est d'abord religieuse, on risque de manquer l'essentiel. Car cela ne veut pas dire qu'Église et société coïncident, se recouvrent sans reste, se résorbent l'une dans l'autre. Mais c'est plutôt dire que c'est l'Église qui s'insurge, qui se politise d'une manière complètement originale, en se cabrant, qui révolutionne et se révolutionne. La réforme grégorienne, comme l'autre réforme, est en fait une matrice révolutionnaire, même si ce qu'il y a en elle de révolutionnaire ne s'avère qu'aux dépens de ce qu'elle vise expressément à établir, et comme un contre-effet, je vais finir sur ce point. Pour le dire autrement, l'Église est l'opérateur décisif dans l'effort que fait la société globale pour se percevoir unitairement, pour s'auto-interpréter, et cela en chacune de ses parties, dans les membres disjoints de l'ancien pouvoir carolingien. Tel est le sens du pari exclusif sur le symbolique. Comment comprendre alors ce pari ? Là aussi, il y a un piège. Par illusion rétrospective, moderniste au sens classique de la philosophie politique qui célèbre conjointement émergence du sujet moderne et sécularisation, nous n'y voyons qu'un processus de spiritualisation, qui instancie la question du salut des âmes en la distinguant des questions temporelles, disciplinaires et étroitement politiques. En fait, la compacité réelle est tout autre. Le symbolique, ici, c'est du matériel, c'est pour ça que vous avez choisi de passer par Godelier, si je puis dire. C'est du matériel, inséparablement du spirituel et du temporel, de l'idéal investi dans le matériel. Or, il me semble que l'une des conclusions les plus déconcertantes, mais aussi les plus fécondes de l'enquête jeunesse de l'État moderne, c'est que pour comprendre cette matrice souterraine de la réalité qu'on appellera étatique au sens européen, il faut arriver à la définition suivante. Le symbolique, c'est du vrai, c'est-à-dire du politiquement vrai. Du politiquement vrai. C'est là que je vois pour ma part le pivot du dépassement intérieur de la société religieuse en société politique. Et ce pivot est difficile à décrire parce qu'il suppose qu'on se départisse d'une prétendue évidence. Qu'il y ait du politiquement vrai nous paraît naturel. Or, cela ne va pas du tout de soi. La question philosophique, si vous me permettez, que parvient pour moi à poser
votre généalogie historienne médiéviste, se tient ici. Elle détrivialise l'idée du politiquement vrai, lui fixe des conditions historiques de formation, ce qui ne signifie pas qu'elle dévalue le vrai dans le fait qu'il se lie au politique, ni encore qu'elle fasse basculer le politique dans la pure domination idéologique. J'espère qu'on va discuter dans l'heure qu'on aura plus tard sur votre usage en fait de la domination. Plutôt, ce que montre votre histoire, c'est qu'on est en présence d'une opération déterminante et productive sur la longue durée sur le concept de légitimité. Les sociologues, de Weber à Elias et Bourdieu, ont cherché à rendre opérationnel ce concept en le décollant difficilement de l'idée de légitimation, où une force est présupposée pour ensuite être rendue illusoirement perceptible et subjectivement acceptable. Replongé dans la séquence fondamentale, 11e, 13e, le décollement entre légitimité et légitimation prend, je crois, une autre tournure. Il acquiert une structure qui n'était pas décelable par la philosophie politique classique, qui fait progresser la légitimité à partir d'une immanentisation des procédures de justification dès lors que les droits subjectifs se donnent comme prééminents au regard de la loi, mais qui ne l'était pas non plus par une analyse insuffisamment historicisée depuis le paradigme sociologique où l'acceptation est réduite à une modalité spiritualisée de la domination. Qu'est-ce qu'on ne voit que par le prisme que vous nous avez donné? C'est qu'il n'y a pu avoir d'État moderne que parce que du politiquement vrai s'est érigé, l'Eucharistie ayant à cet égard joué un rôle politique majeur, en donnant au contrefactuel une teneur de réalité en même temps que de vérité, en projetant la vérité au-delà du crédible et en l'attachant au collectif rendu par là tangible de l'Ecclésia. Et cela, c'est à l'Église d'Occident qu'on le doit. On le lui doit non en tant que structure de spiritualisation du politique, mais en tant que force impliquée dans une histoire inséparablement économique et politique déployée sur 2 ou 3 siècles. Par là, on touche aussi d'un même geste ce que j'ai appelé la contingence de l'État moderne, reconduite à la contingence de l'État-nation européen. Ces États-nations engagés dans des conflits dont vous nous dites qu'ils commencent à cette période et qu'ils ne se finiront qu'au XXe siècle. J'étais frappé par cette idée qu'il y a des guerres, en fait, qui commencent et qui ne s'éteindront qu'au XXe. Alors, une contingence faisant peser ses propres contraintes sur le temps long et où il faut en effet voir les raisons premières de cette ambivalence de l'État qui donnait sa première impulsion à l'enquête en 1997. Donc. Dit encore autrement, cette ambivalence qu'on décèle depuis la fin de l'histoire, elle a son ressort premier dans le legs ecclésial pris comme force sociale agissante, en concurrence avec d'autres forces. Dans un premier temps, c'est cette force qui est parvenue à dompter le paradoxe étant, si vous me permettez d'aller au plus court, que le domptage de la force par la force ecclésiale des autres forces s'est payé d'un prix exorbitant qui a d'abord été celui de la secondarisation de l'Église elle-même, en fait. Car il devait forcément introduire les conditions inversées d'une montée en puissance du pouvoir laïque et se déployer au profit de ce qui peut lentement s'affirmer comme un État. Donc le haut Moyen-Âge a-t-il alors été le temps politiquement à la fois le plus inventif et le plus paradoxal que l'histoire ait connu? Pas seulement notre histoire d'Européens, mais l'histoire mondiale, en ce qu'elle devient mondiale par affectation de l'événement européen majeur, celui de la création des États. Alors il semble bien que ce soit le cas si on observe l'extension du nouveau concept de légitimité qui se met en place à la croisée de plusieurs dissociations et de plusieurs réarticulations. Et on ne peut conduire cette observation qu'en restituant à l'Ecclésia
et par elle au religieux, une dimension politique que notre regard rétrospectif tend irrépressiblement à lui retirer. Précisément parce que nous restons focalisés sur la seconde réforme, sans voir l'arc qu'elle dessine en se rattachant à la première, en fait. Et donc, si je puis résumer les choses ainsi pour finir, sans savoir correctement raccorder protestantisme et catholicisme. En fait. Ces blocs, même lorsqu'on cherche à décrire leurs effets politiques, on se borne en général à les confronter au plan dogmatique, sans les replonger l'un et l'autre dans une histoire inséparablement idéale, politique et économique qui est aussi la leur. Or, cette problématisation du moment médiéval, moderne, sa puissance de rupture, impose de voir le catholicisme tout autrement que comme une dogmatique, plutôt, effectivement, comme un gouvernement des corps et des âmes qui construit au-devant de soi sa rationalité, aménageant au creuset de celle-ci son propre dépassement. En fait. Je crois que j'ai parlé plus que le temps qui m'était imparti, donc je m'arrête.